L'heure a sonné pour la première session d'information sur E-Télé en ce troisième jour du mois d'octobre 2025. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Bienvenue au journal dont voici la charpente. De 50 000 francs CFA, le microcrédit à la FIAPAS à 200 000 francs. Ce jeudi 2 octobre a marqué le lancement officiel de la troisième phase de cette initiative à Parakou. Ce programme gouvernemental vise à renforcer l'inclusion financière des couches vulnérables en permettant aux bénéficiaires l'accès à des crédits pour développer leurs activités génératrices de revenus. À Parakou, les préparatifs vont bon train pour l'investiture officielle du duo de la majorité présidentielle, Romuald Wadaï et Mariam Tchabitalata. La ville se métamorphose progressivement afin d'accueillir cet événement politique majeur. Les citoyens se réjouissent et donnent leur avis sur le choix porté sur la ville de Parakou. Au Bénin, le secteur de la santé amorce une nouvelle dynamique avec l'entrée en vigueur de la Charte des droits et devoirs des patients. Ce document cadre vise à renforcer l'humanisation des soins en plaçant la dignité du patient et la responsabilité partagée au cœur de la relation soignant-soigné. Mais que prévoit réellement cette charte? Élément de réponse dans ce journal. S'informer, c'est aussi vital que se nourrir. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonjour et bienvenue à ce journal. Ah oui, c'est en présence de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Taïnforé, que la troisième phase du microcrédit à la FIA a été lancée ce jeudi 2 octobre 2025 dans la cité des Kobourou, Parakou. Le montant passe désormais de 50 à 200 000 francs CFA et les populations se réjouissent véritablement. Suivons ici, mesdames et messieurs, le compte rendu signé Ganéo Raimi. La ville de Parakou sert de cadre au lancement de la phase 3 du programme microcrédit à la FIA. Autorités politico-administratives, têtes couronnées et bénéficiaires se sont retrouvés pour cette cérémonie. Pour le maire de la ville de Parakou, cette initiative du gouvernement est une bouffée d'oxygène pour les couches sociales vulnérables dont les activités pourront davantage se développer. Depuis son lancement, ce programme a permis à de nombreux entrepreneurs, hommes et femmes, de notre département, de notre commune et de tout le pays entier de développer leurs activités génératrices de revenus et de contribuer ainsi au dynamisme économique de nos communes. Les résultats des deux premières phases parlent d'elles-mêmes. Des commerces créés, des emplois générés, des familles sorties de la précarité. Chers bénéficiaires actuels et futurs, cette troisième phase qui s'ouvre aujourd'hui avec le lancement est une nouvelle opportunité pour vous de prendre en main votre destin. Le montant du microcrédit passe désormais de 50 000 à 200 000 francs CFA. Plus de 47 milliards de francs CFA sont mobilisés pour soulager le quotidien des bénéficiaires. D'abord plafonné à 50 000 en 2020, le microcrédit à l'AFIA a connu en 2022 une nouvelle formule à 100 000 francs. Grâce à cette initiative, le microcrédit à l'AFIA a permis à plus de 2 millions de Béninois de sortir de la précarité, de disposer de ressources et de développer des activités génératrices de revenus. C'est aujourd'hui un montant de plus de 47 milliards qui impacte la vie de plus de 481 000 femmes et plus de 70 000 hommes. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance explique les raisons qui ont conduit le gouvernement à réformer le secteur. En 2016, lorsque le gouvernement de la rupture a pris fonction, le secteur du microcrédit était à bout de souffle. Les dispositifs existants souffraient d'opacité, d'ingérence politique et d'inefficacité criarde. Trop souvent, les bénéficiaires, principalement des femmes, étaient victimes de rançonnements, de discrimination et de conditions d'accès lourdes qui les privaient de dignité et de la liberté de développer leurs activités. C'est dans ce contexte qu'est née la volonté ferme de réformer de fond en comble l'outil du microcrédit pour le mettre au service exclusif du peuple,
en plaçant l'intérêt du bénéficiaire au cœur du dispositif. Sur place, des bénéficiaires ayant reçu leur fonds témoignent de l'efficacité de la réforme. Et au-delà de Parakou, les communes des autres départements du pays bénéficient également de ce programme. Une réforme qui suscite de l'espoir chez les bénéficiaires. Avec le respect des engagements de remboursement, le gouvernement entend toucher un plus grand nombre de personnes et faire du microcrédit un véritable levier de lutte contre la pauvreté au Bénin. Lentement, mais sûrement, le gouvernement avance au grand bonheur des paisibles populations, même dans les coins les plus reculés du Bénin, d'une mesure de soulagement avec d'autres. À présent, nous allons nous intéresser à la mise en œuvre de la Charte des droits et devoirs des patients. Il s'agit ici d'un document de référence qui vise à humaniser davantage les soins en mettant au centre de la dignité et la responsabilité partagée entre soignants et patients. Mais concrètement, que contient cette charte et quel objectif poursuit-elle véritablement? Élément de réponse dans ce reportage que nous vous invitons à suivre. Présentée officiellement le 23 septembre 2025, la Charte des droits et devoirs des patients est mise en place par les autorités sanitaires béninoises afin de renforcer l'implication des citoyens dans leur propre prise en charge. Elle vise à instaurer un climat de respect, de collaboration, de protection de la dignité humaine et de la confidentialité entre soignants et soignés. Sur le terrain, la charte reste encore méconnue de la majorité des citoyens. Pour en savoir davantage, nous nous sommes rapprochés de l'autorité de régulation du secteur de la santé, le docteur Crespin Théodore Soglohun, médecin, biologiste et spécialiste en santé publique, nous éclaire sur les objectifs concrets de la charte. L'accent peut être mis beaucoup plus sur la participation des patients aux décisions de leur prise en charge, l'implication réelle des patients dans leur prise en charge lorsqu'ils ont recours à un établissement de santé. Cette charte précise tous les contours de leur implication dans la prise en charge, chaque fois qu'ils ont accès à un établissement de santé pour pouvoir demander des soins. L'objectif concret de cette charte, c'est de pouvoir permettre une bonne collaboration entre l'agent de santé qui officie dans un établissement de santé et le patient qui vient demander. De son côté, Enoch Boni, juriste ESP en droit de la santé à l'autorité de régulation du secteur de la santé, revient sur le constat ayant motivé l'élaboration de la dite charte. Nous avons une loi importante, la loi que nous appelons la loi 2020-37 sur la protection de la santé des personnes en République du Bénin. C'est cette loi qui est le socle de la plupart des droits que nous avons au niveau de la Charte des droits et devoirs des patients au Bénin. C'est déjà au niveau de cette loi qu'il a été fait le constat que le patient ne participait pas activement à sa prise en charge. C'est donc, les tests existent, mais la communauté ne les maîtrise pas. Il fallait recenser ces tests, mettre dans un support accessible pour la communication. Et c'est ça. Composée de 16 droits et 7 devoirs, la charte met un accent particulier sur le droit à l'information. Inscrit à l'article 6 de la loi numéro 2020-37 du 3 février 2021, portant protection de la santé des personnes en République du Bénin. Selon Enoch Boni, ce droit est le plus fondamental car il constitue la base de toute prise en charge. Tout part de l'information. Le principe évoqué au niveau de ce droit, c'est que le patient a le droit d'être informé de la pathologie dont il souffre, du traitement thérapeutique qu'on veut lui appliquer, des alternatives possibles et des risques de ce traitement. Après, nous avons le droit à un consentement libre, éclairé et renouvelé. Ça veut dire que le patient qui vient dans l'établissement de santé, lorsque le professionnel de santé l'a pris en charge, il finit de le faire jouir de son droit à l'information, il connaît désormais tout sur son état de santé, traitement qu'on veut lui administrer, il exprime maintenant son consentement. Je suis d'accord. Consciente des défis liés à la vulgarisation de la charte, l'autorité de régulation du secteur de la santé entreprend plusieurs mesures pour rendre son contenu plus accessible au grand public. Le docteur Crespin Théodore Soglohun détaille ses initiatives. Nous avons
deux grandes catégories de supports. Nous avons les supports papier et puis les supports numériques. En ce qui concerne les supports papier, nous avons les guides explicatifs, les kakémonos, les affiches, les posters, tout cela. Mais par contre, les supports électroniques, nous avons des postcards, nous avons des capsules vidéo que nous pouvons concevoir et traduire en des langues. Nous avons ce matin même avec le président de l'autorité de régulation du secteur de la santé retenu la traduction de ces chartes dans 10 langues les plus parlées du pays. Donc ce serait pour permettre une accessibilité linguistique. Véritable outil juridique et sanitaire, la Charte des droits et devoirs des patients a pour ambition de protéger les usagers tout en accompagnant les soignants vers une pratique plus humaine, responsable et éthique. Elle vient donc renforcer la confiance et la coopération entre les acteurs du système de santé. Mise en branle depuis 2016, les réformes, oui, justement, n'ont donc occulté aucun domaine. Du social, nous avons parlé de la santé. À présent, on va dans le domaine, oui, de l'éducation pour parler de la nomination, oui, du nouveau recteur de l'université d'Abomey et Calavi. Une décision qui suscite à la fois espoir et interrogation, attente au sein de la communauté estudiantine. Emmanuel Kodio et Carmel Cotin ont promené, oui, leur micro et caméra au sein de l'université d'Abomey-Calavi afin de recueillir l'avis des étudiants de ce haut lieu, justement, de savoir. Voici ici, mesdames et messieurs, ce qui fait leurs attentes à travers ce téléma. C'est désormais lui qui prend les rênes du rectorat de l'université d'Abomey-Calavi. Son nom, Charmaine Babatunde Igué, professeur titulaire en sciences économiques. Il a été nommé au Conseil des ministres du 17 septembre 2025 en succédant le professeur Félicien Avlessi. À peine nommé et installé officiellement, les étudiants saluent l'arrivée de la nouvelle équipe dirigée par le professeur Charmaine Babatunde Igué. Bon, d'abord, nous sommes contents et nous aimerions qu'il fasse le travail pour lequel il a été vraiment nommé. Je pense qu'il vient d'abord de la FAVEC, une entité dans laquelle je travaille, et c'est un monsieur que j'admire beaucoup. Le connaissant et en sachant bien quel type de professeur il a été, je pense que l'université d'Abomey-Calavi sera dans les rangs. Moi, je suis tout à fait d'accord parce que à la tête de toute administration, il faudrait qu'on change l'administration pour qu'on revoie les choses, pour qu'on ait d'autres têtes. Le nouveau recteur de l'université d'Abomey-Calavi doit donc poursuivre les œuvres de son prédécesseur. Visiblement, l'étudiantine attend beaucoup de la nouvelle équipe. Mais tout ce que moi je souhaite, c'est qu'il améliore la condition de vie des étudiants. Bon, parfois, c'est difficile aux étudiants de trouver des salles de cours. J'espère qu'il va améliorer ces conditions-là. Si le recteur pourrait revoir le fait que après 2 ans d'essai, si tu n'as pas eu les 48 crédits, tu sois exclu définitivement, tu pourrais encore te réinscrire et recommencer tout comme un nouveau étudiant. Là, ce serait pour moi un plaisir. Les attentes sont grandes et les ambitions aussi. Pour les étudiants, il est temps que l'UAC devienne un véritable pôle d'excellence où le savoir rime avec l'innovation et l'inclusion. Cependant, des étudiants rencontrés comptent sur l'expérience et la compétence du nouveau recteur et son équipe. Faut-il préciser, le professeur Charmaine Babatunde Igué a déjà conduit plusieurs réformes académiques en tant que doyen de la FASEG. Agrégé en 2009, il préside la conférence de l'Institut d'enseignement et de la recherche économique et de gestion en Afrique. Il siège également au Conseil national de crédit à la BCAO pour le Bénin. Entre optimisme et vigilance, vous avez suivi justement l'avis, oui, de ces étudiants qui se sont confiés à Emmanuel Kodio et Carmel Cotin. Je vous l'annonçais donc tout à l'heure. Nous allons parler à présent politique. Oui, vous savez bien que ce samedi 4 octobre 2025, le duo candidat de la majorité présidentielle, Wadani Talata, sera donc investi de façon officielle dans la ville de Parakou, à quelques jours justement de cet événement d'envergure. Oui, Ganiou Raimi et Mohamed Seydou ont fait le tour de la ville afin de voir justement comment se prépare l'accueil des hôtes dans la ville de Parakou. Et nous vous invitons justement à suivre la quintessence de leur reportage à travers ce que nous proposons.
À Parakou, c'est la course contre la montre pour le parti de la mouvance présidentielle. La cité des Kobourous se prépare à accueillir le théâtre de l'investiture officielle du duo de la mouvance Romuald Wardani, déjà désigné par la majorité, et Mariam Chabi Talata, choisie comme colistière par le bloc républicain. Les équipes étaient visibles sur le terrain. Nid de poules bouchées, rues nettoyées, la ville s'habille aux couleurs de l'événement. Les préparatifs vont bon train parce qu'à circuler dans Parakou, aller au stade municipal de Parakou, on voit que les petits plats se mettent dans les grands pour que vraiment l'investiture soit grandiose. Et je crois que quand on a vu ce qui se fait au terrain, on a vu que vraiment on est en train de voir passer ça du grand. Il y a des politiciens qui sont déjà sur le terrain, qui sont en train d'organiser tant bien que mal l'accueil qu'ils vont réserver aux duos. Les voies qui sont en train même d'être remblayées parce qu'il y a des nids de poules. Le mot jamais n'existe pas en politique. Même jusqu'à la terrain militaire, tout est possible. Même à la feuille. Ne soyez pas étonnés de voir Parakou changer de visage. Le choix porté sur Parakou serait, selon plusieurs personnes rencontrées, le fruit d'une longue réflexion. Parakou est stratégique et qualifié de ville monopolisée par l'opposition. C'est un défi majeur pour les acteurs de la mouvance présidentielle de pouvoir capter Parakou dans le groupe de ceux qui leur appartiennent. Ils savent qu'ils ont beaucoup à faire. À Parakou. Le discours d'investiture sera capital. Ils n'auront pas autant de difficultés dans les autres départements que Parakou. Ils savent très bien que Parakou est le point clé pour eux. Que le meilleur gagne. Ainsi, des partis politiques de la mouvance sont appelés à mettre la main à la pâte pour faire de cette investiture une réussite. Le compte à rebours est donc lancé à Parakou en attendant le jour J de l'investiture qui marquera un tournant dans la préparation des prochaines élections générales. Et pour cette cérémonie d'investiture Parakou fait pour neuve, l'équipe de ETL affronte véritablement les âmes afin de vous faire suivre, tout ce qui va se dérouler dans la cité des Kobourous ce samedi sous le regard bienveillant du grand Manitou Agapit Napoléon Maforican. Nous vous réservons donc assez de surprise ce samedi. Du côté du parti de l'opposition, les démocrates, c'est à travers un appel à la candidature que les couleurs sont donc annoncées pour le choix du duo présidentiel pour les prochaines élections à la République du Bénin. Une initiative qui vise à identifier au sein du parti le binôme le plus apte à incarner leurs idéaux et à porter leurs projets politiques. Face à cette démarche, plusieurs acteurs politiques livrent leurs impressions dans ce reportage signé France Kadia. C'est par un communiqué en date du 28 septembre 2025 que le parti Les Démocrates a rendu public l'appel à candidature pour la sélection de son duo candidat. Une démarche en vue de la présidentielle de 2026 qui cadre avec les principes de cette formation politique, selon David Eglozou, membre du parti. Cette démarche s'inscrit dans le cadre du respect des principes édités par le parti lui-même d'abord, et ça respecte aussi également les questions qui concernent la réforme du système partisan. Et l'appel à la candidature s'inscrit dans le cadre également de la question de l'inclusion des uns et des autres, des militants qui animent la vie de ce parti politique pour se sentir quand même concernés par la question des élections. Mais ces arguments ne semblent pas convaincre l'acteur politique Mathieu Avlessi, membre du parti Bloc républicain, qui voit en cette démarche un problème de leadership. A priori, cette démarche me paraît une démarche totalement pédagogique en termes de démocratie au sein du groupe. Mais tout en étant démocrate, je pense que ça me pose un problème de leadership au sein du groupe. Le leader décide et assume. En temps normal, ceux qui ont la gouvernance de l'équipe devaient pouvoir s'entendre pour décider, choisir quelqu'un qui pourrait mieux les porter et assumer la décision prise. Si c'était bien gouverné, avec un leadership assumé, je pense qu'on n'en serait pas venu là.
L'hypothèse de Mathieu Avlessi est soutenue par Augustin Sodjinou, membre de l'Union progressiste Le Renouveau, qui s'attarde sur la période choisie pour lancer cet appel à candidature. Si c'est à 15 jours du dépôt des dossiers qu'un communiqué est rendu public pour faire appel à candidature survient, cela démontre clairement que le parti n'est pas prêt pour les élections. Et j'estime qu'ils sont en train de tout faire pour quand même se mettre au pas. Sauf que le poste du président de la République n'est pas un poste aussi banal pour que la préparation pour participer à son élection se fasse dans la précipitation. Et lorsque on en arrive là, cela suppose l'absence d'un leadership éclairé et affirmé. Cette marge de manœuvre n'aura pas d'incidence sur la désignation du candidat, selon David Eglozon du parti Les Démocrates. L'appel à candidature à pareil moment, ce n'est pas une question de distraction, ce n'est pas pour distraire, mais c'est pour porter un vrai choix. Ce choix qui se fera par le comité ne sera pas un choix biaisé parce que tous, autant que nous sommes au sein du parti Les Démocrates, ceux qui peuvent candidater, c'est des candidats capables de porter les idéaux du parti parce que selon les critères pour candidater au sein du parti Les Démocrates, il faut être militant. Toutefois, les acteurs politiques estiment que cette sorte de primaire ne fera pas l'unanimité au sein de cette formation politique de l'opposition, ce qui pourrait impacter son électorat. Les candidatures vont passer. La décision sera prise de façon pas assumée et là, l'électorat peut s'en trouver offusqué. Au sein de la gouvernance, ça va créer des fissures. Et cette fissure, je pense qu'en temps normal, ils auraient pu éviter. C'est la démocratie, il faudrait qu'il y ait plusieurs voix qui parlent dans le pays et qui nous permettent de réfléchir dans tous les sens, mais réfléchir un peu de façon inassumée, ce n'est pas une bonne chose. Nous avons vu des personnalités ou des acteurs politiques intégrer ce parti la semaine dernière. Si ces personnalités qui ont intégré le parti, les démocrates, répondaient par exemple à ces critères, ça veut dire que ces personnes peuvent devenir candidats pour ce parti pour les élections présidentielles. Et c'est déplorable pour un parti politique qui se positionne comme un parti politique qui veut proposer une alternance au peuple béninois. Mais ce qui est sûr, la qualité du travail que vous abattez, naturellement, conditionne les résultats que vous allez trouver. Pendant que le porte-flambeau du parti Les Démocrates et son colistier se font attendre, la majorité présidentielle porte son choix sur le duo Romualdo Adani, Mariam Chabi Talata et la Force Kori pour un Bénin émergent sur Paul Humpé, dont le colistier reste pour l'heure inconnu. Voilà, et c'est bien évidemment Paul Humpé qui portera, le drapeau du parti Force Kori pour un Bénin émergent pour les présidentielles de 2026 en République du Bénin. En attendant donc la désignation de son colistier, les concertations se poursuivent à l'interne afin d'affiner la stratégie de campagne. Suivez cet élément, mesdames et messieurs. Le 17 septembre dernier, lors d'une séance d'échange avec les militants pour leur expliquer le bien fondé des accords de gouvernance et de coalition parlementaire signés avec les partis de la majorité présidentielle, Simplice Dossou, membre du bureau de la Force Kori pour un Bénin émergent, FCBE, s'exprimait en ces termes. FCBE, c'est un véritable laboratoire de stratégie politique. C'est l'ingénierie politique. Parce qu'en politique, si vous n'avez pas les stratégies, vous n'avez pas l'ingénierie, vous n'avez pas ces flairs de pouvoir poser les pas, on perd tout. Ce 1er octobre, la FCBE vient confirmer son côté stratège en désignant son secrétaire exécutif national comme son porte-flambeau à la présidentielle d'avril 2026. Paul Humpé a ainsi été plébiscité au terme d'une réunion des instances de son parti. C'est donc lui qui fera face aux candidats des autres formations politiques. Un choix qui vient appuyer les propos du président d'honneur Alassane Soumanou à la dernière rencontre de ce parti politique avec ses militants. Les accords ne sont pas synonymes de fusion. Votre parti est toujours Force Kori pour un Bénin émergent. Nous n'allons pas disparaître. Nous ne sommes pas partis nous fondre dans un parti. Nous restons autonomes. Nous gardons notre identité. Ça veut dire que nous allons participer à toutes les élections
indépendamment des autres partis avec lesquels nous avons signé l'accord. Si nous gagnons, ils vont travailler avec nous. Si c'est eux qui gagnent, nous sommes prêts à travailler avec eux. Sur nos antennes, les invités de la rubrique Le débat du soir, dans l'émission 120 minutes Actu Soir, ont exploré les contours de cette désignation de Paul Humpé comme candidat de la FCBE. Pour eux, il s'agit d'une forme d'expression de la vitalité de la démocratie béninoise. Ce n'est que la consécration de ce qui a commencé depuis peu et que nous voyons. Je pense quand même que ça fait partie également de la vitalité de la démocratie au Bénin, parce qu'il faut une pluralité de candidatures pour montrer aux Béninois la face du monde que le jeu est libre, que le jeu est ouvert. Paul Humpé aujourd'hui incarne cette opposition qui, quoique opposée à tout ce qui se fait dans le pays, ils ont quand même une ligne objective qu'ils suivent. On a tendance à dire que cette opposition entre griffes FCBE est une opposition de folklore et autres. C'est tout faux. C'est tout faux. Quand vous les suivez, ils sont toujours virulents par rapport à la gouvernance du président Patrice Talon. Ancien ministre de la Culture sous la gouvernance de Thomas Boni-Yahi et ex-maire de Bopa, sa ville natale, Paul Humpé, né en janvier 1970, se lance cette fois-ci dans la course à la magistrature suprême en tant que titulaire. Il a été colistier de Alassane Soumanou, actuel président d'honneur de la FCBE, lors de la présidentielle d'avril 2021 et a pris part aux élections législatives de janvier 2023 en tant que chef de file de l'opposition. La FCBE est désormais fixée sur son candidat à la présidentielle à venir, mais pas sur son colistier. Ce choix ne devrait plus tarder, étant donné que le dépôt de candidature à la Commission électorale nationale autonome Sénat se fera du 10 au 14 octobre prochain. Après ce tour d'horizon de l'actualité, revenons à l'antenne pour nous intéresser à présent aux échos de nos plateaux. La condamnation de l'ancien chef d'État de la République française était donc au cœur de l'émission Forum politique ce mercredi 1er octobre 2025. Pour Georges Anagonon, socio-anthropologue, c'est une illustration claire. Dans une démocratie, même les plus hauts responsables doivent rendre, des comptes lorsqu'ils sont en faute. Suivons ici, mesdames et messieurs, cet extrait. Contre la rage de l'homme politique, qui a envie de tout mettre sous ses pieds, eh bien, il y a la justice, il y a le magistrat pour pouvoir rétablir l'équilibre dans la société. Aujourd'hui, il est question de rendre compte d'une manière de gérer quand vous étiez au pouvoir. Ce qui est extraordinaire, juste peut-être cette fois-ci, c'est la personne en question. C'est-à-dire pour la première fois, un ancien président de la République. Sinon, les anciens ministres, tout ce que vous voulez, c'est déjà passé par là, le gratin politique, c'est déjà passé devant la justice française. D'accord? Et parfois, quand ça se passe, la société se dit, heureusement, que vous pouvez les atteindre. Les deux personnes qui s'affrontent, les deux personnalités qui s'affrontent dans une république, eh bien, c'est le juge et le politique. D'accord? Et si tu vois la réaction de qui a été vue tout à l'heure, tout de suite, c'est la réaction de Marine Le Pen. Oui. Parce que Marine Le Pen était dans une situation et qui reprochait ça aussi. La société française, d'ailleurs, c'est ce qu'elle attend. Quand quiconque, parce qu'on dit, ceux qui ont volé au marché, ceux qui ont fait vol à main armée, ou tout ça, ils croupissent en prison. Pourquoi ceux qui doivent nous donner l'exemple ne doivent pas subir les règles si tant est qu'ils sont en faute? Donc voilà, socialement, c'est rentré dedans. Vous comprenez ce que je dis? Socialement, c'est rentré dedans. On ne s'apitoie plus sur le sort d'un politique qui aurait été condamné. Quant à l'expert en gouvernance, Joël Ataï Guédégui, il s'agit d'une étape importante dans l'évolution démocratique de la France, où la justice affirme son impartialité face aux puissants. Suivant. La France juste essaye de se mettre au rang des démocraties qui lui ressemblent. Sinon, sauf son respect, on parlerait de république bananière. Et si la justice n'avait pas sens. Les juges du siège dans le système français sont réputés être indépendants, sauf s'ils n'en veulent pas. Et c'est la justice qui est censée être impartiale.
les juges supersonnés intrinsèquement ont la faculté d'être indépendants. Donc chacun en fait ce qu'il veut. Et ils ont des droits, ils ont des devoirs, ils ont une déontologie. Et s'ils y manquent, eh bien, on les attrait également devant la justice. Donc il y a quand même une évolution de la société, une maturation progressive. Elle ne s'est pas faite certainement au rythme des autres démocraties. Les juges tentent quand même de remplir leur office. Il y a des juges corrompus, il y a des juges consciencieux, comme on peut en trouver dans toutes les corporations. Il y a des juges politisés, et que sais-je encore, et d'autres qui tiennent vaille que vaille à leur office. Et dans sa posture, le consultant politique Agapite Napoléon Maforican rappelle que l'exercice de l'autorité expose aux dérives et que seuls les garde-fous solides peuvent les contenir. Suivons ici l'extrait du consultant politique Agapite Napoléon Maforican. La France est dans sa culture à elle. Moi, je suis contre qu'on oppose trop à ces hommes qui sont retrouvés dans des conditions spéciales. Si c'est des faits avant qu'il soit président, je peux comprendre, et c'est presque ça. Si c'est des faits pendant qu'il est président, moi je suis un peu condescendant. Je demande, il n'y a aucune justice parfaite sur cette terre. Mais lorsque vous êtes dans les postures du président, de postures de haute responsabilité, parfois vous êtes amené à prendre des décisions, parfois qui ne sont pas nécessairement. Et avec le recul que vous voyez, il doit y avoir une présomption de bonne foi. À la limite, mais de plus en plus, il y a présomption de mauvaise foi. Parce qu'on inclut à charge. Et moi, c'est un peu cette justice-là que je stigmatise. Que c'est au nord comme au sud. Il n'y a pas meilleur. La France n'échappe pas à ça. L'autorité, dans l'exercice de sa fonction, peut être amenée à abuser. Il faut mettre des garde-fous. Il faut qu'il y ait un contrôle régulier des instances. Mais après, quand tous ces organes-là font faillite, n'arrivent pas à jouer leur rôle, quelles que soient les raisons, il ne faut pas que ce soit l'individu qui a été encodé aux responsabilités qui en pâtissent après. Et ça, je ne trouve pas ça que c'est une liberté, à mon humble avis. C'est une sorte de charge, de décharge. Et je trouve qu'un homme n'a pas besoin de ça. Ainsi se referme donc cette première session d'information sur ETélé pour le compte de ce vendredi 3 octobre 2025. Merci infiniment de nous avoir suivis. Mais avant de prendre congé, il faut rappeler que toutes nos productions sont à retrouver sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet www.etelébénin.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre chaîne YouTube ETélé Bénin, notre compte X ETélé en live, sans oublier notre application iOS et Android, téléchargeable gratuitement ETélé. Tout simplement, toute l'équipe, vous remercie pour votre sympathique attention. Si nous avons comme devoir de vous informer, de vous distraire, de vous éduquer, mesdames et messieurs, votre émission La Matinale va donc se poursuivre juste après l'info sport. Mesdames et messieurs, prenez du plaisir à nous suivre. ETélé, avec vous, pour vous.